RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble Shems Eddine Hafiz, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci à vous d'être ici. Bonjour, bonsoir, pardon. Vous êtes l'auteur d'un essai au titre évocateur, Manifeste contre le terrorisme islamiste, qui est publié aux éditions Éric Bonnier. Mais avant d'aborder ce titre et la question qui le parcourt, je vais vous interroger quand même sur l'Algérie. Vous en êtes originaire, évidemment. Vous en parlez, d'ailleurs, dans le livre. Il y a eu des remarques du président Emmanuel Macron qui ont choqué. Alors, il a cherché à les apaiser ce mardi. Mais malgré tout, est-ce que ça vous a choqué de l'entendre évoquer la rente mémorielle, le système politico-militaire à Alger? Est-ce qu'il a dérapé? Écoutez, le président Macron ne nous a pas habitués à ce genre de propos. Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours et que Emmanuel Macron, déjà candidat, s'était déplacé en Algérie, avait vraiment tendu la main effectivement de parler de crimes contre l'humanité, travailler sur cette mémoire. Il a confié à Benjamin Stora, historien reconnu, sur cette question mémorielle. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, franchement, c'est cette négation de la nation algérienne. Je considère quand même que c'est faire partie... c'est du négationnisme. C'est une forme de négationnisme. C'est donc une faute politique. C'est une faute politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait demain, parce que nous avons une crise aujourd'hui sur les sous-marins avec les États-Unis d'Amérique, et dire que la nation américaine n'existait pas? Alors que je rappelle quand même que la nation algérienne est plus ancienne que la nation américaine, bien évidemment moins ancienne que la France, mais a signé des traités. Il y a la Numidie, enfin ce sont des aspects historiques dont je suis persuadé que M. Macron connaît parfaitement. Et donc, dans quelle s'il connaît posture ça, pourquoi il fait ça? Écoutez, il faudrait lui poser la question, mais moi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a peut-être un clin d'œil vers ce qui va nous arriver incessamment, c'est-à-dire une campagne électorale. Et on voit aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques sont en train de courir derrière un polémiste qui va peut-être être candidat lui aussi. Et donc on est, malgré tout, à mon avis, dans ce type de posture. On reviendra sur cette question. Vous faites allusion évidemment à Éric Zemmour. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Emmanuel Macron... au fond, par ses propos, exprime une certaine lassitude en ayant l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a beaucoup tendu la main pour la réconciliation franco-algérienne et qu'il n'a pas obtenu les réponses qu'il aurait espérées? Écoutez, ça fait pas si longtemps qu'il a donc commandé le rapport de Benjamin Stora, sans violer, je dirais, des confidences. J'ai eu l'occasion de parler avec le président de la République qui attendait effectivement avec impatience. Mais je ne crois pas que depuis, il s'est, je dirais, découragé. Oui, mais enfin, ça ne date pas du rapport de Benjamin Stora. En effet, comme Marc le rappelait quand il a parlé de crimes contre l'humanité pendant la campagne présidentielle, ce qui lui a été d'ailleurs beaucoup reproché en France, bien sûr, les Algériens pouvaient considérer que c'était un pas très fort. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déficit de réciprocité, de retour, dans un peu de chaleur dans les rapports entre les deux pays? En tout cas, il y a des relations et on voit bien que les deux présidents s'apprécient énormément, que le président Macron a toujours eu un regard, je dirais, positif à l'égard de l'Algérie. Est-ce que les peuples s'apprécient aussi? Les peuples? Je pense. Si les présidents s'apprécient et que les peuples s'apprécient, ils s'apprécient. Pourquoi alors les relations franco-algériennes écoutez, il y a, je pense, des forces occultes qui cherchent aujourd'hui à faire en sorte que les peuples s'éloignent de plus en plus, alors qu'il y a un rapprochement. Je peux vous dire que lorsqu'un Français arrive en Algérie, il est toujours très bien accueilli. Il a une particularité par rapport, je dirais, aux autres citoyens. On voit le nombre de voyageurs entre l'Algérie et la France, les relations qui se font, les étudiants qui s'inscrivent dans les universités. On ne peut pas dire aujourd'hui décemment qu'il y a un problème entre les deux pays. Ça n'existe pas. Alors, il y a effectivement une crise mémorielle parce qu'aujourd'hui,
Il y a encore des difficultés à regarder les choses en face, de part et d'autre, mais il faut le faire, ce travail. Et je pense que le président de la République algérienne, comme Emmanuel Macron, ont affirmé cette volonté. Et c'est pour cela que moi, je suis particulièrement étonné, parce que ce n'est pas dans le scénario dans lequel nous a habitués Emmanuel Macron dans la question des relations entre la France et l'Algérie. D'un mot encore, puisque vous avez parlé des voyageurs dans les deux sens, il y aura a priori moins de voyageurs algériens vers la France dans les mois qui viennent, puisque la France a décidé de restreindre l'octroi de visas aux citoyens algériens. C'est une mesure de riposte, dit le gouvernement, à la mauvaise volonté des autorités algériennes pour la délivrance des laissez-passer consulaires pour les Algériens qui doivent quitter le territoire français. Est-ce que vous comprenez, au fond, que la France ait pris cette mesure, ou est-ce que vous pensez que ça n'était pas la bonne réponse? Écoutez, moi, à la fois avant d'être recteur et maintenant comme recteur, je suis un de ceux qui essayent de rapprocher au maximum ces deux pays. Il y a énormément de choses positives qui les unissent. Alors, j'espère que moi, un jour, les visas n'existeront plus entre les deux pays, qu'il y aura véritablement un rapprochement. L'histoire est là, et la communauté algérienne ici en France montre le lien pratiquement, je dirais, indéfectible entre l'Algérie et la France. Comme le disait Jacques Chirac, je crois qu'un Français sur 4 avait une relation avec l'Algérie, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que cela, c'est véritablement un fait qui est incontestable et qu'on ne peut pas discuter. Alors, maintenant que la crise sanitaire semble s'estomper, il faut toujours être méfiant, on a appris à l'être ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que la campagne qui s'annonce, qui s'ouvre, puisqu'on est à 6 mois de la présidentielle, est-ce que le sujet, ça va être l'islam? Écoutez, est-ce que vous le craignez? Ce n'est pas la première élection présidentielle où l'islam était au centre des débats. Je crois que les 2 ou 3 dernières élections présidentielles, l'islam en tout cas était très présent. Et aujourd'hui, avec un polémiste qui monte au créneau, Éric Zemmour, il n'y a pas de problème pour le nommer. Éric Zemmour est en train véritablement de poser le curseur sur la question de l'islam. Bien évidemment, c'est quelque chose de déplaisant dans la mesure où il dit des choses qui sont absolument fausses. Il y a aujourd'hui une majorité de Français de confession musulmane qui s'intègrent de manière tout à fait paisible. On voit sur le plan officiel, que ce soit les statistiques, les sociologues, les anthropologues, ce qu'ils disent sur les musulmans de France, il n'y a pas péril en la demeure. Ce que, par contre, Éric Zemmour essaye, en faisant un amalgame entre islam et islamiste, islamiste veut dire terroriste, c'est quand même extrêmement grave. Donc, est-ce qu'il va, et moi c'est le pari que je lance, est-ce qu'il va maintenir ce type de discours au moment où il sera réellement candidat? Je ne le crois pas. Et déjà, pourquoi pas? Ça marche bien, il est à 15% dans les sondages. Oui, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'adresse à son lectorat et qui essaye aujourd'hui de faire en sorte que ça sera son électorat. Est-ce qu'il réussira? Moi, personnellement, je ne crois pas. Autant on peut être agréablement surpris lorsqu'on lit les livres d'Éric Zemmour et on peut être tenté par, je dirais, sa façon de faire. Mais lui, en tant qu'homme politique, lorsqu'il voudra je dirais, s'installer dans le fauteuil présidentiel, vous pensez que ce discours va lui permettre d'arriver jusqu'au bout? Et moi, j'exhorte mes coreligionnaires à aller surtout faire leurs droits civiques. Parce que je considère que notre citoyenneté en tant que musulmans est quelque chose de fondamental et que nous devons aller aux urnes, faire notre droit civique et voter. Et on verra si M. Éric Zemmour continuera à maintenir ce type de discours. Est-ce qu'il est pour vous un adversaire plus redoutable ou que vous craignez plus que Marine Le Pen? Écoutez, personnellement, moi je pense qu'on ne peut pas les mettre sur un piédestal. Marine Le Pen est une femme politique. Mais sur un pied d'égalité, vous voulez dire? Oui. Oui. Je me suis trompé. Non, vous avez dit piédestal. Pardon, un pied d'égalité, excusez-moi. Oui. Parce que Éric Zemmour, encore une fois, il a parfaitement réussi en tant qu'essayiste, polémiste. Et c'est un peu la difficulté. Est-ce qu'un homme qui réfléchit, qui fait des livres, est-ce qu'il peut par la suite réussir l'essai et devenir candidat à la présidence de la République? Je ne sais pas. On va le voir. Marine Le Pen, elle est déjà installée. Elle est à la tête d'un parti. Elle a une histoire. Elle a, je dirais même un passif en tant que fille de M. Jean-Marie Le Pen. Alors que Éric Zemmour a vendu des livres. Il sait s'adresser à ses auditeurs et à ses téléspectateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire au moment où la campagne électorale va commencer?
je ne suis pas certain qu'il va réussir de la même manière. Il aurait voulu que vous le receviez à la mosquée de Paris, Éric Zemmour. Vous avez refusé. Pour quelle raison? Vous ne vouliez pas lui servir de caution, en quelque sorte? Je ne sais pas quelles sont réellement ses intentions. Moi, j'ai été contacté par plusieurs personnes de son entourage qui m'ont proposé à la fois une rencontre à la mosquée de Paris, ce que je refusais. On m'a demandé de le rencontrer en tête-à-tête. Je ne voyais pas l'utilité d'une telle rencontre. Et aujourd'hui, oui, je refuse. Tant qu'il n'est pas candidat à la présidence de la République, je ne vois pas quel est l'intérêt pour M. Éric Zemmour de venir à la mosquée de Paris. Et le jour où il le sera, s'il l'est, vous accepteriez de le voir? À ce moment-là, oui, parce qu'une règle qui n'est pas la mienne, hein, qui a déjà été édictée par les anciens recteurs, que tous les candidats à la présidence de la République sont les bienvenus à la Grande Mosquée de Paris. Donc lorsque le Conseil constitutionnel validera sa candidature, il viendra, je le recevrai. On va revenir à votre livre. Alors, le titre, c'est « Manifeste contre le terrorisme islamiste », mais c'est aussi un manifeste, il faut le dire, contre l'islamisme politique, parce que vous le dites, hein, chercher à s'accommoder de l'islam politique, c'est s'exposer irrémédiablement au terrorisme islamique. Pour résumer, hein, pour schématiser, pour vous, il n'y a pas de différence entre le parti Ennahda en Tunisie et les talibans en Afghanistan. Non, chacun a sa propre, je dirais, dans un processus d'islamisation, chacun est à son niveau. Mais moi, je considère qu'à partir du moment où on utilise la religion musulmane à des fins politiques, à des fins de pouvoir, à des fins d'essayer d'imposer à l'autre sa façon de vivre en tant que musulman, c'est de l'islam politique, c'est de l'islamisme. Et donc, oui, il faut absolument faire le distinguo entre les deux, qu'il y ait vraiment une frontière hermétique entre les deux. Et comme vous avez cité ce passage, moi je dirais aujourd'hui que négocier avec les islamistes, ça se fait toujours à son propre détriment. Toujours, toujours. On voit dans quel état les pays musulmans se trouvent aujourd'hui. Tous ceux qui ont négocié, vous parlez du parti Ennahda en Tunisie, comme dans tous les partis qui ont pu, grâce au pouvoir en place, jouer un rôle politique, nous voyons la situation dramatique que vivent ces pays, où on voit véritablement que l'islam ne peut plus, aujourd'hui, être, je dirais, une religion tout à fait normale. Et c'est pour ça que je me bats ici en France, parce que je crois, peut-être naïvement, que c'est d'ici, de France, que nous allons pouvoir véritablement poser les grandes problématiques de l'islam en tant que religion. Et il faut absolument s'éloigner de ce qu'est l'islamisme. Vous parlez dans votre livre d'une lecture erronée des textes sacrés par les islamistes, par les terroristes. Est-ce qu'il s'agit d'une lecture erronée ou d'une lecture littéraliste? Parce que vous savez qu'il y a tout ce débat sur... On peut trouver dans le Coran des versets appelant à la violence, même s'ils ne sont pas majoritaires, mais on peut en trouver. Et celui qui commet un acte terroriste légitime son action de cette manière-là. Est-ce que c'est erroné ou est-ce que c'est littéraliste et donc anachronique finalement? Non, non. Je dis bien erroné. Pourquoi? Parce que, et vous avez très bien posé la question, dans la mesure où moi, lorsque j'ai réuni mes imams, et la question que je pose en introduction, est-ce que l'islam est générateur de violence? Je leur pose la question il y a 1 an et demi, on a travaillé là-dessus ensemble. C'est en fait... On pourrait vous opposer que vous êtes jugé parti en la matière. Peut-être, mais je m'assume en tant que jugé parti. C'est tout simplement, je reprends, je dirais, la littérature de Daesh et des terroristes qui, eux, pour légitimer leurs actes terroristes, essaient de trouver un fondement religieux. Et c'est sur cette base qu'il y a un véritable dévoiement des versets coraniques. Et j'ai demandé à mes imams de travailler sur ça, d'apporter en réalité un argumentaire pour dire que les terroristes, lorsqu'ils légitiment leurs actes, ce n'est pas du littéralisme, c'est une instrumentalisation. C'est véritablement un dévoiement des versets coraniques qui, je dois le rappeler, ont été révélés aux prophètes de l'islam durant 23 années à des moments propices selon des situations dans lesquelles s'est trouvé confronté le prophète de l'islam. Et c'est à ce moment-là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, a été révélé un verset coranique. Aujourd'hui, en 2021, essayer de reprendre ces versets coraniques, où il y a effectivement des versets qui peuvent porter, je ne dis pas qu'ils n'existent pas ces versets, mais lorsqu'on les contextualise, lorsqu'on essaie de comprendre les raisons pour lesquelles ce verset a été révélé au prophète,
à ce moment-là, on comprend qu'il ne peut pas être aujourd'hui exploité dans notre période actuelle. Alors, vous posez une question dans le livre, et je vous cite. Que dire à l'enfant de Samuel Paty quand il grandira et saura qu'un homme a décapité son père au nom de l'islam? Qu'est-ce que vous lui diriez? Écoutez, d'abord, je me confondrai en excuses et en même temps, je lui dirai que ce n'est pas ça l'islam. Qu'en fait, l'assassin de son père a utilisé frauduleusement des versets coraniques qu'il a complètement dévoyés pour prendre la vie de son père. Je dirais la même chose aux enfants des femmes qui ont été tuées dans une basilique à Nice, qui sont entrées tout simplement pour aller prier. Vous imaginez, vous pensez que je resterai musulman et qu'il y aurait plus d'1 milliard aujourd'hui de musulmans qui adoreraient tous les jours Dieu, si Dieu permettait ce genre d'atrocité, tuer un gamin? Aussi à Toulouse, lorsque Mohamed Merah tue à bout portant un enfant. Vous croyez que c'est ça ma religion et que tous les jours je fais 5 prières par jour? En fait, et je suis sur un piédestal avec, là j'utilise le piédestal, que j'utilise que je suis au même niveau que Mohamed Merah. Mais enfin, soyons sérieux. Et encore, je dis dans mon manifeste que quelqu'un qui pratique intensément sa religion, qui passe sa journée à prier, à faire le jeûne 5 jours par semaine, c'est quelqu'un qui ne me pose pas de problème et que je protège parce que c'est un musulman. À partir du moment où ce même homme sort de cette relation entre lui et son créateur et qu'il essaye d'imposer sa façon de voir à la société, là je dis non. C'est ça toute la différence. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais qu'on évoque la place des femmes. Vous en parlez, vous dites que c'est l'avenir de l'islam. Vous avez reçu Mila, cette jeune femme qui a été menacée de mort après des propos très virulents sur l'islam. Je voudrais vous demander ce que vous aviez pensé à ce moment-là des propos d'Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman, qui avait dit en gros qui sème le vent récolte la tempête, donc elle a eu ce qu'elle mérite. Est-ce que vous avez été heurté par les propos du délégué général? J'ai été heurté, je le lui ai dit. Donc depuis, il a tempéré ses propos. Et je peux vous dire que si on avait eu le temps, j'aurais invité Zekri à rencontrer également Mila. Parce que en fait, je comprends qu'on puisse réagir de manière, je dirais, un peu impulsive. Mais en même temps, moi, je rappelle, ce que j'ai fait pour Mila, je l'ai fait au nom de l'islam, sur la base de versets coraniques, qui dit, et je l'ai répété le jour où Mila est venue, j'ai dit que quelle que soit la calomnie dont on fait l'objet, il faut toujours dire salam. Et je prends l'exemple du prophète de l'islam qui, combien de fois, a été calomnié. Ça fait partie vraiment de notre religion. C'est de donner la main à celui qui peut-être vous insulte. Merci. Merci beaucoup à vous et merci à vous d'avoir regardé Mardi Politique sur France 24 et de l'avoir écouté sur Radio France Internationale. RFI et France 24 présentent Mardi Politique.